Alors du coup, vous avez une passion aussi, donc la faune sauvage et les oiseaux. Alors, passion faune sauvage à l'origine, toute faune sauvage confondue, et puis c'est toujours la même chose. Quand une passion elle est très large et que vous progressez dans votre passion, souvent vous avez un domaine de prédilection. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, on ne peut pas être bon partout. Donc si on ne veut pas être trop mauvais dans un domaine, il faut qu'il se resserre ce domaine. Et bon, alors chez moi ça a été les oiseaux, j'ai des collègues qui sont sur certains insectes, et même parfois certaines familles d'insectes, parce que c'est tellement large les insectes, d'autres les mammifères et ainsi de suite. Après moi j'adore les lézards, j'adore les serpents, les mal aimés. Hein, voilà, tout ça me plaît beaucoup, mais je ne suis pas compétent, c'est très dur de se diversifier. Donc les oiseaux, souvent on dit souvent que les oiseaux, il y a un peu tout pour créer une passion, parce que d'abord, c'est pas très compliqué à les voir. Hein. Bon, les mammifères sont quasiment tous nocturnes, donc il faut sortir la nuit. Bon, les serpents, quoi qu'on pense, les gens en ont une trouille, mais qui voit un serpent? Il faut vraiment le chercher très fortement, c'est toujours caché. Les oiseaux, bon, il y en a certains des très cachés, des très compliqués, on est tout à fait d'accord. Hein, quand on progresse dans la passion, c'est d'ailleurs ceux-là qui deviennent finalement les plus intéressants, hein, parce qu'on aime la petite bête. Tout un chacun peut mettre quelques graines dans son jardin, il aura déjà des superbes oiseaux à venir dans son jardin. Il faut avoir un guide, si on veut mettre un nom dessus, il faut quand même avoir un livre, hein, et une paire de jumelles, même toute simple, mais une paire de jumelles, parce que sans jumelles, l'œil humain il est très bon sur certaines choses, mais il n'est pas très bon dès qu'on est un peu à distance sur des petites choses. Donc un oiseau à distance, il peut apparaître tout noir. Donc voilà, mais, voilà. Passer là, cet investissement jumelles et livres, on s'amuse et on se fait extrêmement plaisir rien que de servir dans son jardin. Donc il n'y a pas besoin d'aller loin. Donc voilà, donc la passion elle est partie de la faune sauvage, elle est arrivée à l'ornithologie, et maintenant à l'ornithologie un petit peu précise. Hein. Bon, voilà, bon, parce que toujours une chose, vous resserrez toujours la chose. Alors du coup, vous êtes ornithologue passionné, c'est ça du coup? Alors je ne suis pas professionnel, hein, j'en fais pas ma profession. Maintenant, je suis au contact de professionnels très régulièrement. On peut aider les professionnels. On est dans un groupe ornithologique qui s'appelle BVO, Bretagne Vivante Ornithologie, hein, au niveau local. Donc on va faire des enquêtes, on va faire des études. L'ornithologie, elle a plein de ramifications. Hein, on peut être juste un observateur, on peut être un contemplatif, on peut aimer l'aspect esthétique, on peut derrière aimer la photographie d'oiseaux, le dessin d'oiseaux, l'aquarelle. On peut aimer l'aspect purement scientifique, faire des comptages, aller compter sur la plage Intel le nombre de limicoles qu'on a, ou sur sa mangeoire. Donc finalement, l'ornithologie a plein de ramifications. On peut aimer certaines familles d'oiseaux. Moi j'ai des collègues qui travaillent quasiment que sur les rapaces, c'est les rapaces qui l'intéressent. Bon, aujourd'hui je fais un livre sur une famille d'oiseaux, les merles et les grives. Bon, après moi je m'intéresse à tous les autres oiseaux quand même, hein. Mais finalement, même à travers juste ce petit cran de la faune sauvage, petit secteur, moi je vois les collègues autour de moi, on a 1000 façons de l'aimer. Moi j'ai un collègue actuellement qui est en train de compter les oiseaux marins pendant 3 semaines qui passent au large de Dakar, si vous voulez tout savoir. Bon, donc c'est très spécifique. Chacun il peut y trouver son compte. Il y a vraiment de quoi faire de la passion finalement derrière ça. Chacun va y mettre ce qu'il veut dedans. Hein, je connais un ami passionné d'aquarelle et qui fait de sublimes aquarelles d'oiseaux, et il traverse la France entière pour aller faire certains. Et lui, c'est à travers l'aquarelle. Moi, c'est vrai qu'avec le temps, l'aspect photographique s'est plus développé, et j'aime beaucoup faire la photo d'oiseaux. Voilà, certains sont, comme je disais alors, des observateurs purs. D'autres, il n'y a que l'aspect scientifique qui les intéresse. Donc voilà, chacun il prend l'aspect. Et puis, voilà, je suis quand même si l'aspect photographique s'est développé, voilà, je fais des études, enfin voilà, les autres aspects comptent quand même. Vous me dites si je me trompe du coup, mais en octobre c'est le début du cycle migrateur, de migration. Elle a un petit peu commencé un petit peu avant, mais en effet on va être au cœur profond de la migration. Okay. Hein. Donc du coup ça c'est pour les oiseaux migrateurs, vu qu'il y a des oiseaux migrateurs et d'autres oiseaux qui restent dans le pays. Ouais. Mais c'est quoi en gros la migration? Alors la migration, c'est un mouvement. C'est-à-dire que grossièrement, certaines espèces d'oiseaux vont s'adapter à leur milieu qui à un moment leur va et à un moment leur va pas. Hein, on va prendre un exemple tout simple, on prend l'hirondelle. L'hirondelle, l'été, elle est chez nous, c'est un mangeur d'insectes. Problème, l'hiver, si elle devait trouver, parce qu'elle ne mange que des insectes en vol, donc c'est quand même très spécifique, des insectes en vol l'hiver, il n'y en a pas, je vous montrer. Donc si elle reste en Europe, elle meurt. Donc la nature a fait que pour certaines espèces pour qui le milieu n'était plus adapté à un moment donné de l'année, eh bien ils vont partir dans une autre contrée. Alors chez nous c'est quand même très souvent vers le sud, donc ou la zone méditerranéenne ou la zone subsaharienne, c'est-à-dire en Afrique noire. Ils vont passer une partie qu'on appellera la mauvaise saison là-bas,
et ils vont revenir chez nous quand le milieu est à nouveau intéressant pour eux. Alors après, on va avoir plein de schémas de migration. Ça, c'est le schéma classique. Donc, je descends vers le sud à l'automne, je remonte vers le nord au printemps, avec des qui vont partir très tard, très tôt. Donc, on a pas mal de schémas. Certains qui vont rester très peu de temps. Le martinet, il va arriver début mai, mi-mai, au 1er août, il pleure. Donc, finalement, juin, juillet, août, on a 2 mois et demi. Comme je dis toujours, le martinet qu'on appellerait martinet d'Europe, enfin martinet noir, je crois qu'il faut plutôt l'appeler martinet africain, qui, dans son cycle de 12 mois, n'est quasiment que 2 mois chez nous et 10 mois en Afrique. Donc lui, c'est le cas extrême, il reste très peu. Et puis d'autres qui vont arriver très tôt en saison, déjà fin février, les premiers arrivent, et qui vont partir très tardivement, début novembre. Donc voilà, on a les différents schémas, mais c'est vrai qu'en octobre, on est dans le cœur de la migration descendante qui a commencé pour certains, comme je dis pour le martinet, tout début, c'est quasiment au 1er août, pour les débuts, mais bon, là c'est quand même un peu exceptionnel. Septembre, là il y a une grosse, là c'est massif, là actuellement les oiseaux partent en Afrique en septembre et en octobre. Et puis clairement, derrière, il y a en effet l'aspect reproducteur. Les oiseaux qui reviennent au printemps, c'est pour faire leur saison de reproduction chez nous. Ça c'est clair. Du coup, en octobre, vous partez quelque part? Alors en octobre, en général, quand on est breton, on aime bien aller sur les îles. Quand on est ornithologue et breton, on aime bien aller sur les îles parce que, alors, le flux migratoire, il va prendre toute la France. Mais il va se concentrer. Alors, au printemps, on n'est pas les plus favorisés en Bretagne. Notre péninsule qui s'avance est souvent un petit peu en dehors du gros flux migratoire qui va plus continental. Mais à l'automne, le flux qui descend suit les côtes. Et donc, la Bretagne, on est plutôt gâté à ce moment-là. Et l'intérêt des îles, on a Ouessant, on a Saint, vont avoir un petit côté concentrateur. C'est-à-dire que sur une île, c'est un petit territoire perdu au milieu d'un désert qui s'appelle l'océan. Quand vous êtes un oiseau en train de migrer et puis que vous êtes un peu fatigué, la mer, vous ne pouvez pas vous poser. Et quand vous voyez une terre, vous allez vous concentrer. Et puis vous la voyez parce qu'il y a un phare. Et donc, il est évident que les ornithologues aiment bien aller sur ces endroits-là parce qu'on va avoir une concentration d'oiseaux plus importante. Et donc, forcément, mathématiquement, la probabilité d'avoir un oiseau qui sort de l'ordinaire, alors c'est la même chose, on n'est pas là que pour ça, mais c'est évident que quand ça fait 30 ans que vous regardez les oiseaux, moi j'adore, je fais un livre sur les merles, donc j'adore les oiseaux communs, mais on est tous aussi contents de voir quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc, et on sait très bien que sur les îles, eh bien, un oiseau perdu du fin fond de sa Sibérie, ou avec les tempêtes, parce qu'on a ça aussi, un oiseau qui est venu du continent américain peut se perdre à Ouessant, et chaque année, on a l'occasion d'en voir. Votre oiseau préféré, et pourquoi cet oiseau-là? Alors, je vais dire la famille, puisque c'est les grives, les grives. Pourquoi cet oiseau-là? C'est toujours compliqué. Pourquoi à un moment donné, quand on disait tout à l'heure, ça s'est resserré, puis à un moment, j'ai eu cette envie de faire un livre parce que moi j'aime bien construire quelque chose, j'aime diriger une revue, quand quelque chose sort, quand matériellement quelque chose sort, on a l'impression qu'on a accompli quelque chose. Donc plutôt que d'aller observer et qu'il n'en ressorte rien, je trouvais ça intéressant de faire un livre. Je préfère avoir regardé, cherché, fouiné dans un sous-bois que d'aller chercher les oiseaux des canopées qui sont à 30 mètres de haut. Je pense que c'est bêtement des choses comme ça qui ont dû agir. Tout est passionnant pour peu qu'on veuille s'y passionner. Et quand vous avez commencé à vous concentrer sur un petit domaine, eh bien là, à ce moment-là, la passion, elle grossit. Franchement, j'aurais pu très bien faire un livre sur les bruyants, sur les pouillots, et je vous aurais dit, c'est passionnant les bruyants et les pouillots. Il fallait bien choisir un... Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, le côté passionnel, il est vraiment sur les merles et les grives. Alors vous avez dit aussi que vous étiez photographe, du coup. Est-ce qu'il y a un oiseau en particulier que vous avez toujours envie de photographier ou que même vous avez réussi à photographier du coup? Alors, oui, alors c'est certain que si je reste toujours, on reste dans le même domaine. Nous, on a nos grives ici qui sont, merles et grives sont toujours restés dans les marrons, dans les bruns, dans les noirs. Mais quand on quitte notre continent, on a des grives absolument merveilleuses, orange vif. Et ça, c'était, oui, aller photographier ces grives qui ont des couleurs absolument chatoyantes, qui sont absolument, vraiment, excessivement belles. Ouais. Alors, comme elles sont très belles, elles sont très dures à photographier. Donc, il y a toute une série. On a pas mal avancé dans l'histoire du livre, mais il en reste encore quelques-unes, en particulier 2 très très compliquées. Mais bon, on ne lâche pas l'affaire, donc on y arrivera. Mais voilà, elles sont quand même prodigieusement compliquées. Dans votre livre, du coup, chaque oiseau dont vous parlez dedans a été photographié par vous? Oui, en fait, l'idée, j'ai à peu près 90 espèces d'oiseaux. Si je prends les merles et les grives, je travaille sur toute une partie des continents, c'est-à-dire Europe, Afrique, Asie, Océanie.
je laisse de côté les Amériques. Sur les 90, je dois être pas loin de 80 aujourd'hui, il en reste à peu près une dizaine à photographier. Hein, le but, ça sera d'avoir une monographie par oiseau, hein, donc photo évidemment, texte, parce qu'un livre sans texte n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, il faut apprendre des choses, hein, avec le côté un peu aventure humaine, ce qui fait qu'il y aura aussi, c'est pas de l'ornithologie scientifique pure, il y a de tout hein, dans ça. C'est une histoire racontée. C'est une histoire racontée, voilà, c'est une histoire racontée qui doit rester intéressante, parce que je ne suis pas un scientifique, c'est pas mon métier d'être scientifique, donc même si on amène de l'information parfois, même des informations inédites, hein, c'est pas mon métier d'être scientifique, donc il faut que ça soit plaisant à lire. Et du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce livre? Le livre, on a commencé à 13 ans et je pense qu'il y en a encore pendant quelques années. Voilà. Donc c'est pas mon métier, c'est du loisir, il sortira, c'est une évidence. Maintenant, le délai, il n'y a pas de délai.